Le soin de conservation du corps est une étape importante, même si non obligatoire, qui permet à la famille ainsi qu'aux proches d'appréhender le deuil plus sereinement en préservant la dignité de l'être perdu au moment de la présentation de ce dernier. La thanatopraxie est un procédé invasif ayant pour but de substituer le sang ainsi que les fluides corporels du défunt par une injection de produits composés d'un certain pourcentage de formol et de solutions aqueuses. Cela est injecté afin de suspendre tout avancement de la décomposition du corps pour une durée de plusieurs jours. Il faut que je vous parle de quelque chose de bizarre qui m'arrive. Je prends le train chaque matin pour aller à mon travail. Je prends le premier train pour Lille. Il part vers 4h30. À cette heure, la gare et le train sont quasiment vides. J'ai donc plein de choix pour me trouver une place. Je m'installe donc généralement près de la porte. Et c'est il y a quelques jours. Je me suis installé, et au moment de poser mon sac sur le siège à côté, j'ai vu un smartphone posé dessus, comme si quelqu'un l'avait oublié là. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. J'ai donc pris le téléphone dans mes mains, et au moment où ma main a touché le téléphone, l'écran s'est éclairé, affichant uniquement un fond noir avec un texte en blanc, « Autorisation en cours, veuillez patienter ». Et j'ai tout de suite reposé le téléphone sur le siège, de peur que son propriétaire revienne le récupérer et voie que j'étais en train d'essayer de l'ouvrir. J'ai essayé de ne plus y faire attention, mais des petits bips se faisaient entendre, de plus en plus fort, comme s'il m'appelait. J'ai donc fini par céder. J'ai repris le téléphone dans mes mains. L'écran s'est allumé comme la fois précédente. Mais cette fois, le texte avait changé. C'était écrit « Bienvenue Philippe ». Et j'ai relâché le téléphone. Comment c'était possible ? Philippe, c'est mon prénom. Après quelques secondes de réflexion, je me suis dit qu'il devait s'agir d'un hasard. Incroyable, mais c'était la seule explication rationnelle que j'avais pour le moment. La question de savoir comment le téléphone s'est déverrouillé, c'est autre chose. Je me suis dit que j'avais dû toucher au bon endroit sans le vouloir. J'ai donc repris le téléphone. Cette fois sur l'écran, il y avait un fond d'écran basique, juste du bleu ciel, ainsi que l'heure en très gros. Et j'ai remarqué que ce n'était pas l'heure qui était affichée, mais un compte à rebours qui affichait 3 jours. Le propriétaire du téléphone devait attendre quelque chose d'urgent. J'ai cliqué sur le bouton du centre pour afficher les applications, juste par curiosité. J'ai été un peu déçu. Aucune application, aucun jeu. Seules les applications de base étaient présentes. Et il y avait le dossier des photos. J'ai décidé de cliquer dessus, pour voir si peut-être je connaissais la personne à qui il appartenait. Et là, j'ai été très surpris. Il y avait beaucoup de photos, plus d'une centaine. Chacune représentait des choses bizarres. Des personnes allongées, comme si elles dormaient, mais elles semblaient mortes. Tout était dans ce qui semblait être leur lit. C'était vraiment étrange comme photo. Il y avait aussi des photos d'une jeune femme à l'air sinistre, qui elle était vivante. Elle avait une blouse blanche et posait souvent avec un scalpel et un bocal rempli d'œils. Je suis resté scotché sur cette photo. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'était bizarre d'avoir ça dans son téléphone. Sur une autre, c'était la même femme, mais accompagnée d'une petite fille qui tenait une paire de ciseaux chirurgicales. Elles étaient toutes les deux de chaque côté d'un corps allongé sur une table métallique. Ce corps était entièrement nu. La peau avait l'air d'avoir été découpée, et il manquait les yeux. Ma curiosité l'a emporté. J'ai encore regardé d'autres photos, toutes semblables. Au bout d'un moment, ça m'a un peu écœuré. J'ai donc quitté les photos, puis le lecteur audio s'est lancé tout seul. J'ai regardé la liste des chansons disponibles. Il n'y en avait aucune. Il y avait seulement un enregistrement, intitulé « Préparation du corps, sujet numéro 34 ». J'ai recherché l'entrée pour les écouteurs, mais je ne les ai pas trouvés. J'ai donc regardé autour de moi si j'étais seul, puis quand j'ai vu que oui, j'ai lancé l'audio. Découpez ici et ici. Enlève les yeux, il n'en a plus besoin. Voilà, place-le avec les autres. Et il ne te reste plus qu'à suturer la bouche. Utilise ce fil, il est très fin, presque invisible. Ça m'a fait froid dans le dos. Comment ? Qui ? Pourquoi ? Je ne comprenais absolument pas l'intérêt d'un tel audio. Quelqu'un écoutait-il vraiment ça ? Quand j'allais mettre le téléphone dans mon sac,
il y a eu une petite notification. J'ai regardé l'écran et c'était écrit « J'espère que tu es prêt ». Pendant un instant, je peux vous dire que j'ai eu froid dans le dos. Puis, je me suis ressaisi, me disant que ce téléphone ne m'appartenait pas et que donc ce message ne m'était pas destiné. J'ai rangé le téléphone dans mon sac, puis le train est arrivé à mon arrêt. Plus tard, à la pause, j'ai fait montrer le téléphone à un collègue qui était passionné de nouvelles technologies. Je lui ai demandé si ce téléphone valait de l'argent ou non, car si c'était le cas, j'allais le revendre. Il a regardé le téléphone avec un air surpris. Puis, il m'a demandé s'il pouvait le tenir. Je lui ai passé, et il l'a examiné de chaque côté. Puis, me l'a rendu et m'a dit qu'il n'avait jamais vu ce genre de téléphone. Il ne semblait pas s'ouvrir pour y insérer une carte SIM ou une carte SD. Et il m'a dit qu'il n'y avait aucune marque inscrite. Ce qui était très étrange, car généralement, les constructeurs aiment inscrire la marque devant et derrière le téléphone. Mais ici, rien. Pas une marque, pas un logo. Il m'a dit qu'il était désolé de ne pas m'aider et m'a demandé si je savais à qui ce smartphone appartenait. Je lui ai dit que non, et je lui ai passé pour qu'il regarde les photos bizarres. Seulement, il n'a pas réussi à allumer le téléphone. Pas moyen de trouver l'endroit où appuyer. Il était abasourdi. Il me l'a rendu, et au contact de ma main, le téléphone s'allumait, avec écrit sur l'écran « Bienvenue Philippe », puis affichant le compte à rebours qui affichait 2 jours et quelques heures. Mon collègue a poussé un cri d'exclamation. Je lui ai redonné le téléphone, mais celui-ci s'était éteint sans contact. Il m'a regardé avec un air vraiment surpris. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce que c'était, mais que c'était peut-être un prototype d'un fabricant. Le soir venu, j'ai posé le téléphone sur ma table de nuit, ne sachant pas quoi en penser. Puis, je me suis endormi. Et pendant la nuit, j'ai entendu une sorte de bruit très aigu, un long sifflement. Je me suis réveillé en sursaut, et je me suis rendu compte que ce son venait du téléphone. Je l'ai donc repris dans mes mains, doucement. Je craignais une explosion de la batterie. L'écran s'est alors allumé, avec un nouveau texte écrit dessus. Vous avez un nouveau message. Et j'ai cliqué sur la notification, en ayant une boule au ventre. Quelqu'un avait envoyé un fichier audio. Et chose bizarre, l'expéditeur n'avait aucun numéro. C'était juste écrit « Sujet numéro 35 ». J'ai hésité à cliquer sur le fichier, et j'ai regardé l'heure sur mon radio réveil, 3h37. Qui pouvait bien envoyer un fichier à cette heure? Et surtout, qui était le sujet numéro 35? J'ai quand même cliqué sur le fichier. Et un son très étrange est sorti du téléphone, une sorte de grésillement mêlé à une sorte de langue que je ne connaissais pas. J'ai vite quitté ce son, puis j'ai reposé le téléphone. Je ne voulais pas écouter plus que ça. Au bout d'une demi-heure, j'ai réussi à me rendormir. Et je me souviens avoir fait d'étranges rêves. Je voyais la femme des photos en train d'entrer dans ma chambre et me prendre la main. Elle ne marchait pas. Elle semblait être en apesanteur à quelques centimètres du sol. Et je me souviens que c'était plus fort que moi. Je me suis levé et je l'ai suivi. Je lui ai donné la main, puis au moment où nous allions quitter la maison, je me suis réveillé. Quand je me suis levé, j'ai remarqué que la porte de ma maison était grande ouverte. Chose bizarre, vu que je ferme toujours la porte à clé. Après avoir bu mon café, j'étais dans la salle de bain. Et au moment de prendre ma douche, j'ai remarqué des marques au feutre sur mon corps, des pointillés autour de mon nombril, puis des lignes le long de mon torse, bien au centre. Je dois avouer qu'à ce moment, j'ai eu très peur. Quelqu'un était entré cette nuit et m'a dessiné dessus. Comment c'était possible? Je ne me suis aperçu de rien. Et je me suis regardé dans le miroir, et il y avait aussi des cercles autour de mes yeux. Et j'ai essayé de me nettoyer, mais ça ne partait pas. Puis, un bip strident a retenti dans ma chambre. C'était le téléphone, le compte à rebours, avait atteint 1 heure restante. J'avais beaucoup dormi apparemment. J'ai cru apercevoir une forme étrange dans le ciel, mais c'était impossible. Je ne crois pas aux extraterrestres. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression qu'on va me faire du mal. Mais, juste avant de vous parler, j'ai cru voir cette femme des photos, dans la rue, juste en face de chez moi. Je ne sais pas quoi faire. À ma place, que feriez-vous? Ma copine décédée continue de me parler sur Facebook. J'ai des captures d'écran. Je ne sais pas quoi faire. Ma petite amie est morte le 7 août 2012. Elle a été victime d'une collision entre 3 voitures quand elle rentrait du travail. Quelqu'un avait grillé le feu rouge. Elle est décédée quelques minutes après l'accident. Nous sortions ensemble depuis 5 ans à ce moment-là. Elle n'était pas partisane du principe de mariage.
C'était archaïque, disait-elle, avec un air étrangement triste. Mais si elle l'avait été, je l'aurais épousée presque immédiatement. C'était une sève bouillonnante, ce genre de fille qui fonçait à chaque occasion. Elle était heureuse quand on campait, mais elle était très technophile aussi. Elle sentait toujours la cannelle. Cela dit, elle n'était pas parfaite. Elle disait de temps en temps des choses comme « Si je meurs la première, ne dis pas juste des choses gentilles sur moi. Je n'ai jamais aimé ça. Si tu ne m'insultes pas, c'est que tu me joues un mauvais tour. J'ai beaucoup de défauts, et ça fait partie de moi. » Donc voilà Émilie. La musique qu'elle disait aimer et la musique qu'elle aimait vraiment étaient très différentes. Son idée de l'affection était de simplement te mettre une main sur l'épaule et de te rapprocher d'elle. Elle avait des orteils vraiment longs, comme un chimpanzé. Je sais que ce sont des détails, mais je ne me sens pas de parler d'elle sans que vous ayez une idée de comment elle était. Entrons dans le vif du sujet. Émilie était morte depuis presque 13 mois, la première fois qu'elle m'a envoyé un message. C'est qui ? C'est vraiment bizarre de recevoir des messages depuis le compte d'Émilie. Ok. À l'avenir, utilise ton propre compte, même si tu veux qu'on parle d'elle. Salut. Suzanne, tu es sur le compte d'Émilie. C'est quand ça a commencé. J'avais laissé actif le compte Facebook d'Émilie, où je pouvais envoyer des messages de temps en temps, poster sur son mur, ou consulter ses albums photos. Mais je trouvais ça trop solennel, et plutôt indigne d'elle, pour commémorer sa page. J'avais partagé l'accès avec sa mère Suzanne. Elle possède ses identifiants et son mot de passe, et a dû passer tout au plus 3 minutes sur le site, ou sur un ordinateur. Après un moment de doute, j'ai supposé que c'était elle. Salut. Et si on allait faire un tour du côté de dimanche? Putain, t'es qui? The Wheels on the Bus. Dis-moi qui tu es, putain. Suzanne m'a confirmé qu'elle ne s'était pas connectée sur le compte d'Émilie depuis la semaine de sa mort. Émilie connaissait un tas de gens, donc j'ai immédiatement supposé que c'était un de ses amis calé en informatique qui se foutait de moi, de la pire manière possible. J'ai rapidement remarqué que peu importe qui discutait avec moi, il ou elle était en train de réutiliser de vieux messages issus de nos conversations privées. The Wheels on the Bus, c'était quand on était en train de discuter des musiques à écouter pendant un voyage qui n'a jamais eu lieu. Des saluts. On s'en est échangé 1 million de fois. Aux alentours de février 2014, Émilie a commencé à se taguer elle-même sur mes photos. J'obtenais des notifications pour ceci, mais généralement, le tag s'enlevait toujours le temps que je le consulte. La première fois que j'en ai eu une, à vrai dire, je me suis senti comme si quelqu'un m'avait frappé dans les intestins. Elle se taguait elle-même dans des endroits où il était plausible qu'elle soit, ou là où elle traînait habituellement. J'ai 2 screenshots d'avril et juin. Ce sont les seuls que j'ai pris, donc ils sont un peu anciens par rapport au moment où j'écris tout ça. Pendant toute cette période, j'ai été incapable de trouver le sommeil. J'étais trop en colère pour dormir. Elle se taguait sur des photos aléatoires toutes les 2 semaines. Les amis qui l'ont remarqué et qui en ont parlé ont pensé que c'était simplement un bug. J'ai récemment découvert qu'il y avait des amis qui s'en étaient aperçus et n'avaient rien dit. Certains m'ont supprimé de leur liste d'amis. Certains d'entre vous se demandent sûrement pourquoi je n'ai pas juste supprimé mon compte Facebook. J'aurais aimé l'avoir fait. Je suis tout de même resté déconnecté pendant un temps. Cependant, les jours où je ne peux pas sortir, c'est agréable de pouvoir parler à mes amis. C'est agréable de visiter la page d'Émilie quand le petit cercle vert n'est pas à côté de son prénom. J'étais déjà reclus socialement quand Émilie était encore en vie. Sa mort m'a transformé en une sorte d'ermite et Facebook et les MMO étaient et sont mes seuls vrais liens sociaux. Le 15 mars, j'ai envoyé un message à celui qui a piraté le compte d'Émilie. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu la tagues sans arrêt? Le 25 mars, j'ai reçu une réponse. C'est vraiment accablant
Je comprends pas comment tu peux aimer faire ça. Oh my god. Des bougies parfumées à la cannelle. Va en enfer. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est que lorsque j'ai revu ces messages, quelques mois après, que j'ai remarqué qu'elle aurait utilisé mes propres mots, une fois de plus. Ma réaction doit sembler un peu terne, vu comme ça. En fait, j'étais intentionnellement en train de le leurrer, avec des appâts émotionnels. C'est vraiment accablant, pour éviter qu'il finisse par se lasser de son jeu. Je partis du principe que ce genre de personne était du genre à se délecter de la détresse des autres. Dans le même temps, je postais sur des forums d'informatique, je cherchais des moyens de trouver le coupable, je contactais Facebook. Je devais conduire ces recherches à leur terme, afin de fournir des preuves. Avant que quelqu'un me le demande, oui, j'ai changé mon mot de passe et toutes mes informations personnelles, un nombre incalculable de fois. Le 16 avril, j'ai reçu ça. On devrait essayer de faire notre confiture maison. Mon Dieu, Samantha. Non, pas pareil. Aucune chance de passer. Aucune chance de passer. Combien? La porte du fond du garage. Du fond. Aucune chance de passer. Ça ressemble à un vulgaire charabia, comme toutes nos conversations jusqu'à maintenant. C'est repris des messages qu'elle a envoyés de son vivant. Le 29 avril. Des toasts au flageolet. Je sais pas. J'ai juste dit. Je demande Nathan. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment tu peux toujours avoir envie de faire ça. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Je ne sais pas ce qui se passe. Nathan, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai trouvé aucune piste. Le support Facebook a accédé à ma requête et a pu me dire d'où avait eu lieu chacune des connexions sur son compte. Mais toutes celles postérieures à sa mort pouvaient s'expliquer logiquement. Ma maison, mon lieu de travail, la maison de sa mère, etc. Ma réponse n'était pas un piège comme l'autre fois. Je demande Nathan était une plaisanterie trop lamentable pour l'expliquer. Mais la voir, elle, le dire encore une fois, m'a paralysé au plus haut point. Ma vraie réaction était beaucoup moins belle à voir. Je ne pense pas lui répondre. Ces derniers messages ont commencé à m'effrayer, mais je ne voulais pas l'admettre à ce moment-là. Le 8 mai, et je n'ai pas vraiment les mots pour ça. Mon pull est dans le sèche-linge, et il fait vraiment froid dehors. Vraiment froid dehors. Froid. Nathan, s'il te plaît, arrête. Froid. Gelé. Je ne sais pas ce qui se passe. Gelé a été le premier mot qu'elle n'a pas repris de ses anciens messages. Dernièrement, rien que le fait d'y repenser me donne des cauchemars. Je n'arrête pas de rêver qu'elle est dans une voiture froide comme la glace, gelée, pâle, et je me tiens à l'extérieur dans la chaleur, lui criant de m'ouvrir la porte. Elle ne réalise pas que je suis là. Parfois ses jambes sont dehors avec moi. Le 24 mai. Je suis complètement bourré, tu me manques. Peu importe qui est sur ce compte, je m'en fous. Chaque fois que je rentre du boulot, j'attends de te voir sur l'ordi. Je devrais pas être habitué maintenant. Laisse-moi simplement marcher. Je n'étais pas réellement bourré. Elle n'était pas du genre affectueuse et s'en embarrassait toujours d'échanger un « je t'aime » ou un câlin, de dire combien je comptais pour elle. Elle était plus à l'aise pour en parler quand j'étais bourré. Je faisais mon possible pour avoir l'air d'avoir plus qu'un verre dans le nez, en espérant qu'elle y soit réceptive. Sa réponse m'a incité à mémorialiser sa page, pensant que ça pourrait m'aider à empêcher ce comportement. Elle peut sembler inoffensive comparée à son précédent message. C'est repris de la fois où j'ai essayé de la convaincre de me laisser la ramener de chez un ami. Lors de l'accident, le tableau de bord l'avait écrasé. La coupure allait en diagonale depuis sa hanche jusqu'à mi-chemin de sa cuisse gauche. Une de ses jambes avait été trouvée coincée sous le siège arrière. Retour 2 ans en arrière, le 7 août 2012. Goy Street, quelque part? Tu es en route pour la maison? Émilie? Quand tu verras ce message, s'il te plaît, appelle-moi tout de suite. J'ai appelé et ils m'ont dit que tu étais parti à 4 heures. Je commence à paniquer. J'ai mal au ventre, pitié, appelle-moi. Émilie, décroche ton téléphone. Ces messages ont été envoyés le jour de sa mort. Elle était habituellement à la maison vers 16h30. Si on y ajoute 2 ou 3 messages vocaux, ils constituent notre dernière conversation, en supposant qu'elle était encore vivante. Vous saurez pourquoi je vous dis ça bientôt. Hier,
Le 1er juin 2014. Hey, tu es en route pour la maison? Émilie, quand tu verras ce message, s'il te plaît, appelle-moi tout de suite. J'ai appelé, et ils m'ont dit que tu étais parti à 4 heures. Je commence à paniquer. S'il croit. Émilie, décroche ton téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe. Froid. Je l'ai. J'ai mémorialisé sa page 2 jours après avoir reçu le message au sujet de la marche. Jusqu'à aujourd'hui, elle a été silencieuse. Elle ne s'est pas taguée sur mes photos depuis un moment. Je ne sais pas quoi faire de plus. Dois-je supprimer sa page Facebook? Et si c'était elle? J'ai envie de vomir. Je ne sais pas ce qui se passe. Je viens d'entendre une alerte Facebook. J'ai trop peur de changer de fenêtre. Je suis allé voir. J'ai entendu l'alerte pendant que j'écrivais ce résumé. Cette fois, elle m'a envoyé une photo. Je l'ai. C'est ma porte. C'est mon ordi. J'ai reçu le message il y a 3 heures, mais je n'avais pas osé le consulter jusqu'à maintenant. Je flippe vraiment maintenant. J'ai aucune idée de qui a pu prendre cette photo. C'était un beau jour d'été. Mon fils de 5 ans, James, jouait dehors, derrière notre maison de banlieue. James a toujours été un garçon très calme. Il n'a jamais eu beaucoup d'amis, mais il avait une grande imagination. J'étais dans la cuisine, en train de nourrir notre chien Fido, quand j'ai cru entendre James parler à quelqu'un derrière la maison. Je ne savais pas qui il pouvait parler. S'était-il finalement fait un ami? Être un père célibataire est une chose difficile pour moi, surtout de garder un œil sur mon fils. Ainsi, je me rendis dehors pour le voir. Quand je me rendis dans l'arrière-cour, je fus un peu confus. James était la seule personne à être là. Se parlait-il à lui-même? J'étais pourtant sûr d'avoir entendu une autre voix. « James, il est temps de rentrer !» ai-je crié. Il rentra immédiatement à l'intérieur et s'assit à la table de la cuisine. Il était environ midi quand je me décidai à lui faire un sandwich à la dinde. « James, à qui tu parlais tout à l'heure ?» je lui demandai. James leva les yeux pendant un moment, puis il me dit en souriant « Je jouais avec mon nouvel ami ?» Je lui servis un peu de lait et continuai à le questionner, comme tout bon père. « Ton nouvel ami a un nom? Pourquoi ne lui as-tu pas demandé de manger avec nous ?» James me regarda un moment avant de répondre. « Son nom, c'est Locin Jack. » Je fus un peu étonné par ce qu'il avait dit. « Oh, c'est un nom plutôt étrange. À quoi ton ami ressemble ?» lui demandai-je, un peu confus. « C'est un clown. Il a les cheveux longs, un grand tourbillon et un nez pointu. Il a de longs bras, un pantalon bouffant avec des chaussettes rayées, mais surtout, il sourit toujours. » J'ai réalisé que mon fils parlait d'un ami imaginaire. Je suppose que c'est normal que les enfants de son âge aient des amis imaginaires, surtout quand ils n'ont pas d'amis. C'est probablement juste une phase. Le reste de la journée se passa comme d'habitude, et il commençait à se faire tard quand je me décidai enfin à mettre James au lit. Je le posai, lui donnai un baiser et allumai sa veilleuse avant de fermer la porte. J'étais assez fatigué pour ma part et je me décidai d'aller au lit, quand peu de temps après, je fis un horrible cauchemar. Il faisait sombre. J'étais dans une sorte de parc d'attractions délabré. J'avais peur. Je courais à travers un champ infini de zones vides. Manège cassé et arcades abandonnées. L'endroit était horrible à regarder. Tout était noir et blanc. Des animaux en peluche, tous suspendus à des nœuds dans les huttes de jeu. Tous avec des sourires malades cousus sur leur visage. C'était comme si l'ensemble du parc me regardait, même s'il n'y avait rien d'autre de vivant en vue. Puis, soudain, j'ai commencé à entendre jouer de la musique. Les sons de Pop Goes the Weasel qui se jouaient sur un squeezebox à travers le parc. C'était hypnotisant. J'ai suivi le son jusqu'à la tente de cirque, presque en transe, incapable d'arrêter mes jambes. Il faisait nuit noire. La seule lumière provenait d'un unique spot lumineux sur le centre du chapiteau. Alors que je marchais vers la lumière, la musique ralentit. Je me suis retrouvé à chanter
incapable de m'arrêter. Autour du banc du cordonnier, un singe a chassé une fouine. Le singe s'est dit, c'était pour s'amuser. Hop, fais la fouine. La musique s'arrêta, juste à son apogée, et soudain les lumières s'allumèrent. L'intensité des lumières était presque aveuglante. Tout ce que je pouvais voir, c'était une petite silhouette sombre en face de moi. Puis, une autre est apparue, et une autre, puis une autre. Il y avait des dizaines d'entre eux, et tous marchaient vers moi. Je ne pouvais bouger. Mes jambes étaient gelées. Tout ce que je pouvais faire était de regarder les obsédantes silhouettes qui s'approchaient. Comme elles se rapprochaient, je pus voir que c'étaient des enfants. J'ai remarqué qu'ils étaient tous horriblement défigurés et mutilés. Certains avaient des coupures sur tout le corps, d'autres étaient gravement brûlés, et d'autres n'avaient plus de membres, même plus d'yeux. Les enfants m'ont entouré, griffes en ma chair, me traînant sur le sol, me déchirant de l'intérieur. Comme les enfants me griffaient, je m'évanouis sous leur rire, horrible, diabolique et monstrueux. Je me suis réveillé le lendemain matin dans une sueur froide. Après quelques respirations allaitantes, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu quelques-unes des figurines de James positionnées en face de moi, sur ma table de chevet. J'ai soupiré. James s'était probablement réveillé tôt et les avait déposés ici. J'ai ramassé les jouets et je me suis dirigé vers la chambre de James pour voir s'il était réveillé. Mais quand j'ai ouvert la porte, il dormait encore. J'ai juste haussé les épaules et placé les jouets de nouveau dans son coffre à jouets et me dirigé vers le salon pour déjeuner. Un peu plus tard, James s'est réveillé à son tour et je lui ai fait son petit déjeuner. Il était calme et semblait un peu mou. Peut-être qu'il n'avait pas bien dormi non plus. J'ai décidé de lui poser des questions sur les jouets. « James, c'est toi qui as mis les jouets dans la chambre de papa ce matin ?» Ses yeux étaient tournés vers moi pendant un moment. Puis rapidement, il se retourna vers son bol de céréales. « C'est l'Ocin Jack qui a fait ça. » Je levai les yeux et répondis « Eh bien, demande à Jack de laisser les jouets dans ta chambre. » James hocha la tête et termina son petit déjeuner, puis décida d'aller jouer dehors, dans l'arrière-cour. Je suis allé me détendre dans le salon et j'ai dû m'assoupir, car je me suis réveillé quelques heures plus tard. Ah merde, je dois surveiller James. Je m'étais un peu inquiété. 2 heures étaient passées et voilà que j'avais oublié ma résolution de le surveiller. Je sortis dans la cour, mais James n'était plus là. Cela commença à m'inquiéter, alors je me mis à l'appeler. James! James! Où est-ce que t'es? C'est alors que j'entendis un rire provenant de la cour avant. Je me suis précipité à travers la porte à l'avant de la maison. James était assis sur le trottoir. Je poussai un soupir de soulagement et me dirigeai vers lui. James, combien de fois t'ai-je dit de rester dans l'arrière? James, qu'est-ce que tu manges? James me regarda puis fouilla dans sa poche et en sortit une main pleine de bonbons durs, de toutes les couleurs. Cela m'a rendu très nerveux. James, qui t'a donné ces bonbons? Il ne répondit pas. James, s'il te plaît, dis à papa où tu as trouvé ces bonbons. James baissa la tête et dit « L'Ocin Jack me les a donnés. » Mon cœur se serra. Je m'agenouillai pour le regarder dans les yeux. « James, j'en ai assez de ce fichu Jack. Il n'existe pas. Maintenant, c'est une situation très grave et j'ai besoin de savoir qui t'a donné les bonbons. » Je pouvais voir les yeux de mon fils en larmes. « Mais papa, Jack m'a donné ces bonbons. » Je fermai mes yeux et pris une profonde inspiration. James ne m'a jamais menti à moi, mais ce qu'il me disait était impossible. Je lui fis cracher les bonbons et je jetai le reste. James semble être en forme. Peut-être que j'ai eu une réaction excessive. Après tout, il aurait pu les avoir de la part de Tom et Linda d'à côté, ou de Monsieur Walker dans la rue. De toute façon, je vais devoir garder un œil sur James. Cette nuit-là, je mis James au lit comme d'habitude, et je décidai aussi d'aller au lit tôt. Soudain, j'ai été réveillé par un grand bruit venant de la cuisine.
Je sautai du lit et me précipitai dans les escaliers, paniqué. Quand je suis arrivé à la cuisine, je fus horrifié. Toutes les choses sur les comptoirs avaient été jetées sur le sol et notre chien Fido était dans un état près de la mort. Son ventre était ouvert et bourré de bonbons, du même type que ceux que James mangeait plus tôt ce jour-là. L'état dans lequel j'étais fut rapidement brisé par un cri aigu venant de la chambre de James, suivi de gros bruits. J'ai vite attrapé un couteau dans le tiroir et gravi les escaliers avec la vitesse que seul un père dont l'enfant est en danger pouvait avoir. Je fonçai à travers la porte et allumai les lumières dans la foulée. Tout dans la chambre avait été renversé et jeté sur le sol. Mon pauvre fils dans son lit pleurait et tremblait de peur. Une piscine d'urine étalée sur les draps. Je pris mon enfant et courus hors de la maison. Puis j'allai du côté de la maison de Tom et Linda. Heureusement, ils étaient encore réveillés. Ils me permirent d'utiliser leur téléphone et d'appeler la police. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils arrivent et pour que je leur explique ce qui s'était passé. Mais à ma grande surprise, ils me regardèrent comme si j'étais fou. Ils fouillèrent la maison, mais tout ce qu'ils trouvèrent fut notre chien mort et notre 2 chambres saccagées. L'officier m'avait dit que quelqu'un était probablement entré dans ma maison et avait fait ça avant de fuir quand ils m'ont entendu monter dans l'escalier. Je savais que ce n'était pas vrai. Toutes les portes étaient verrouillées et aucune des fenêtres n'était ouverte. Le lendemain, James est resté à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'il sorte de ma vue. Je suis allé dans le garage et j'ai trouvé son vieux moniteur pour bébé. Je lui ai confié, lui demandant de crier si quelque chose arrivait dans sa chambre ce soir. Enfin, j'allais être en mesure de l'entendre. Je suis allé à la cuisine et j'ai attrapé le plus gros couteau dans le tiroir pour le mettre sur ma table de nuit. Amis imaginaires ou pas, je n'allais pas laisser quoi que ce soit faire du mal à mon petit garçon. Le soir est venu assez rapidement. Je mis James au lit. Il avait peur. Mais je lui ai promis que je n'allais pas laisser quelque chose lui arriver. Je lui donnai un baiser et allumai la veilleuse. Avant de fermer la porte, je lui dis tout bas « Bonne nuit, James. Je t'aime. » J'ai essayé de rester éveillé aussi longtemps que je le pouvais. Mais après quelques heures, je me suis senti à la dérive. Mon bébé serait en sécurité pour la nuit et j'avais besoin de dormir. Au moment où je posais ma tête sur l'oreiller, j'entendis un bruit venant du moniteur pour bébé que j'avais confié à mon fils. Au début, ça ressemblait à des interférences, comme le type qu'une radio ferait. Puis, elle s'est transformée en un doux gémissement. James était endormi. Puis, je l'ai entendu. Le rire de mon cauchemar. Ce rire horrible. J'ai jailli du lit et attrapé le couteau sous mon oreiller. Je me suis précipité dans la chambre de James, laissant la porte ouverte. J'ai essayé d'allumer l'interrupteur de la lumière, mais il ne fonctionnait plus. Je fis un pas à l'intérieur, et je pus sentir un liquide épais et chaud sous mes pieds. Soudain, la veilleuse de James s'alluma, et je pus voir l'horreur absolue, en face de moi. Le corps de James avait été cloué sur le mur, les ongles perçant à travers les mains et les pieds. Sa poitrine était grande ouverte, et ses organes pendaient au sol. Ses yeux et sa langue avaient été enlevés, en même temps que la plupart de ses dents. J'étais dégoûté. Je pouvais à peine croire que c'était mon petit garçon. Puis, je l'ai entendu à nouveau, le désespéré et doux gémissement. James était encore en vie. Mon bébé, mon pauvre bébé, tant de douleur à peine accroché à la vie. J'ai couru à travers la pièce et vomi sur le sol. Mais ma terreur fut interrompue par un gloussement horrible venant de derrière moi. Je me retournai, tout en essuyant la bile de ma bouche, quand sortant de l'ombre est apparu le démon, responsable de toute cette horreur. Le Sinjak. La peau blanche telle la neige et les cheveux noirs emmêlés, pendant jusqu'à ses épaules. Il avait des yeux blancs, entourés par des anneaux noirs, sombres. Son sourire tordu, révélé par une rangée de dents aiguisées. Il portait un costume de clown noir et blanc, avec des manches longues et des chaussettes rayées. Son corps lui-même était grotesque, ses longs bras ballants le long de sa taille, et la façon dont il se tenait lui donnait un air presque squelettique, comme une poupée.
Il laissa échapper un rire écœurant, comme pour me faire savoir qu'il était satisfait de ma réaction à son travail. Il se tourna ensuite lentement, en face de James, et se mit à rire encore plus à cette vue horrible. Cela a suffi à me secouer de ma terreur. J'ai craqué, et j'ai gueulé. « Éloigne-toi de lui, salaud !» Je me suis précipité sur le monstre, le couteau au-dessus de ma tête, et je l'ai poignardé, rageusement. Mais dès que le couteau l'a transpercé, il a disparu, sans un nuage de fumée noire. Le couteau est passé à travers le nuage, à peine apparu, transperçant le cœur encore battant de James, éclaboussant de sang mon visage. Non. Qu'ai-je fait ? Mon bébé. J'ai tué mon bébé. Je me suis immédiatement tombé sur mes genoux, et je pouvais entendre les sirènes au loin, de plus en plus fort. Mon fils, mon tout bébé, j'ai promis de te protéger. Et je n'ai pas réussi. Je suis désolé, James. Je suis tellement désolé. La police me trouva en face de mon lit, toujours brandissant le couteau, couvert du sang de mon bébé. Le procès était bref, la folie. J'ai été placé dans le Phiropoulos, maison de fous, où j'ai été pour les 2 derniers mois. Ce n'est pas si mal ici. La seule raison pour laquelle je suis éveillé maintenant, c'est parce que quelqu'un joue Pop Goes the Weasel sous ma fenêtre. Je vais en parler au préposé à ce sujet plus tard, dans la matinée. J'en ai eu l'idée un jour où ma vie était vraiment au plus bas. J'avais perdu mon travail, ma femme qui est partie avec mon connard de voisin quelques semaines après. Allez, Saint-Paul m'a laissé l'appartement. Et bien sûr, je n'avais pas les moyens de payer le loyer, les factures. Et le peu d'argent que j'avoue les avoir dépensés dans l'alcool. Bref, j'étais vraiment en plus bas. Je ne voulais pas me jeter la faute. J'ai trouvé toujours une excuse du genre, c'est la faute de mes anciens chefs. C'est ma femme qui a tort. Alors qu'en réalité, maintenant je le dis, tout était de ma faute. Mon travail, je n'ai rien fait pour le garder. Toujours en retard, absent. J'étais aussi désagréable là-bas. Je détestais ce travail. Quant à ma femme, je ne me suis pas assez soucié d'elle. J'aimais ma routine, et je ne faisais plus rien avec elle. Ni sortir, ni même passer un moment rien qu'à 2. On ne se parlait plus. Nous étions devenus des colocataires. Je le regrette maintenant. À ce moment, je me rendais pas compte à quel point notre vie a pu basculer comme ça, du jour au lendemain. J'étais au bout de ma vie. J'ai alors voulu mettre fin à mes jours. De toute façon, je me disais que je ne servais à rien. J'ai alors cherché une manière de procéder. Est-ce que j'allais me pendre ? Me trancher les veines ? Prendre des médicaments ? Une balle dans la tête ? Je me suis dit que le choix était énorme, et que je ne savais pas comment les gens choisissent leur façon de se suicider. Puis j'ai pensé au meurtre. Comment les gens choisissent leurs armes, lorsque le meurtre est prémédité ? Il y avait tellement de choix, de possibilités, de manières de faire. C'est à ce moment que j'ai eu cette idée. Je me souvenais d'un livre que j'ai lu il y a quelques années, Le magasin de suicide de Jean Telet. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire en vrai ? J'ai donc abandonné l'idée de me foutre en l'air. J'avais un projet, un but pour avancer. Ça n'a vraiment pas été facile. J'ai dû négocier pour obtenir des prêts. Bien entendu, je ne disais jamais la véritable nature de mon projet. J'ai dû me renseigner auprès de spécialistes pour savoir ce qu'il fallait en matière de suicide et de meurtre. J'ai dû lire beaucoup de livres. J'ai dû rencontrer des personnes d'expérience, je dirais, pour pouvoir savoir comment ils avaient fait pour choisir leurs armes. Bref, j'ai énormément travaillé. Et j'ai également trouvé un local, dans une rue proche de la rue commerçante. C'était un endroit parfait. Une fois les clés du local en mon possession, j'ai immédiatement commencé à faire les travaux. Je voulais une ambiance assez intime et assez classe. Je voulais que les clients qui allaient entrer dans ma boutique se sentent privilégiés et écoutés. Parce que ce n'était pas du pain ou des cigarettes que je vendais. Une fois tous les préparatifs faits,
toutes les étagères et armoires installées, et mon enseigne, la boutique de meurtre installée, j'ai placé le panneau de la porte en mode ouvert. Puis, je me suis placé derrière le comptoir, et j'ai attendu. Je ne m'attendais pas à ce que ma boutique soit remplie. Et ce fut bien entendu pas le cas. Je n'ai eu personne qui est entré dans la boutique. Mais je voyais beaucoup de personnes qui s'attardaient devant la vitrine, regardant avec un air perplexe les articles qui y étaient exposés. Si je me souviens bien, il y avait des petits couteaux très tranchants avec différents coloris, et une petite étiquette indiquant que c'était idéal pour un meurtre de vengeance. Et j'avais également mis en évidence de jolies petites fioles remplies d'un poison, avec sur l'étiquette une inscription qui disait que c'était idéal pour un homme ou une femme infidèle. Il y avait beaucoup de curieux qui pointaient du doigt certains articles et discutaient entre eux, mais le premier client qui est entré, c'était vers 20h, quand j'allais fermer ma boutique. C'était une jolie jeune femme, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle avançait timidement vers le comptoir, où j'attendais en souriant. Une fois qu'elle fut arrivée au comptoir, je lui ai demandé ce qui lui ferait plaisir. Elle m'a répondu qu'elle était entrée ici avec une vague idée de se suicider, mais qu'elle voulait quelque chose de douloureux. Elle voulait se punir, mais qu'elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle m'a dit qu'elle voulait mourir, parce qu'elle a causé la mort d'un enfant dans un accident de la route. L'enfant traversait la route. Elle ne l'a pas vu à temps. Elle m'a dit avoir fait de la prison, mais que pour elle, ce n'était pas suffisant. Elle avait en tête, chaque jour, chaque nuit, le visage ensanglanté de cet enfant. Et elle entendait les hurlements de sa mère en permanence. Puis elle s'est mise à pleurer. Et elle n'a pas voulu faire de mal à cet enfant, mais elle ne supportait plus sa propre douleur. Je l'ai laissé pleurer, lui ai offert des mouchoirs et lui ai proposé une tasse de chocolat, qu'elle a refusée. Puis elle s'est dirigée vers le coin des suicides et elle m'a fait montrer un petit bidon noir et m'a demandé si c'était de l'essence. Je lui ai répondu que oui et que c'était un excellent choix pour sa demande. Elle m'a souri timidement, puis m'a dit qu'elle prendrait ce bidon. Je lui ai dit que c'était un excellent choix, puis lui ai offert la petite boîte d'allumettes. Elle semblait étrangement mieux une fois son achat effectué. C'était ma première cliente, et elle venait de prouver ce que je pensais. Les gens ont besoin de conseils, ont besoin de se sentir soutenus dans des moments pareils. Ôter une vie, même la sienne, est quelque chose de très dur, de très difficile à réaliser. Le lendemain, j'ai pu voir dans le journal que cette jeune femme avait réussi à mettre fin à sa vie. Elle avait choisi le lieu de l'accident pour le faire. Pendant quelques secondes, je me suis dit que c'était de ma faute. Puis je me suis rappelé pourquoi je faisais ça. Pour aider les gens dans un grand moment de leur vie. Dans cette deuxième journée, j'ai eu un peu plus de clients. Beaucoup sortaient de la boutique sans rien acheter. J'ai eu, il me semble, seulement 2 clients qui ont acheté ce jour-là. Un homme qui m'a dit vouloir tuer son patron. Il a acheté une très belle hache, bien aiguisée, avec un manche en très beau bois et bien verni. Sur ce manche, il y avait une petite faucheuse gravée. C'était un magnifique objet. Je ne sais pas si cet homme est passé à l'acte ou non. Le second client était une femme qui voulait tuer sa propre sœur. Une histoire d'héritage, je n'ai pas bien suivi ce qu'elle me disait. Je pense qu'elle essayait de passer pour une victime, et que donc son choix était justifié. Mais comme je l'ai dit, moi je me fiche de savoir si vous êtes une victime ou non. Moi ce qui m'intéresse, c'est de vendre, et d'aider du mieux que je peux à effectuer correctement votre démarche. Donc son choix s'est porté vers un petit flacon de parfum, semblable à celui de Guerlain, la petite robe noire, vous savez. Mais à la place de la robe du flacon original, on l'a remplacé par une petite faucheuse, mais d'un style très féminin, très joli. Le poison était dans le parfum. La mort serait lente, et la cause normalement indétectable, crise cardiaque. Au passage en caisse, on a plaisanté sur le fait de ne pas se tromper et qu'elle ne devait pas mettre ce parfum sur elle. Puis toute souriante, elle est sortie. Et les jours suivants, la boutique marchait de mieux en mieux. Les articles se vendaient, et chaque jour, je voyais aux informations que le nombre de meurtres ou de suicides augmentait dans la ville. Une des autres histoires qui m'a le plus frappé, c'est l'histoire de Mathéo. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il avait 12 ans quand il est entré dans ma boutique. Ça m'a fait bizarre de voir un enfant de cet âge entrer dans un endroit pareil. Il m'a dit qu'il était victime de viol pendant ses séances de sport, et qu'il voulait mettre fin à ça. Il voulait se suicider. Mais je lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée, qu'il devrait se rendre à la police pour parler de ça. Il m'a répondu que non, mais je l'ai persuadé que ce n'était pas à lui de mourir, que c'était son agresseur qu'il fallait qu'il punisse. Il a donc acheté un poignard, et le lendemain,
et j'ai su qu'il s'en était servi. Sur son propre père, qui était son coach sportif. Il lui a planté une vingtaine de coups de couteau. L'affaire est encore en cours. Vous vous doutez bien que la ville et l'État étaient contre cette boutique. Et j'ai eu plusieurs procès et gagné plusieurs fois. Puis enfin, l'État m'a finalement autorisé à continuer mes activités. C'est quand j'ai obtenu l'autorisation que tout s'est enchaîné. La boutique marchait tellement que j'ai ouvert d'autres boutiques en France. Puis, j'ai embauché des gens pour me faire un site internet. On fait maintenant la livraison. On a aussi un service pour clients premium. Ce service, un peu particulier, et il s'agit de donner le sale boulot, comme on dit, à un professionnel. On lui dit la façon, le jour, l'heure, etc. Et le professionnel s'occupe de tout. Puis envoie une vidéo ou une photo de preuve. Ce service coûte très cher, et seulement une poignée de personnes en ont eu recours. Notamment des politiques. Et dernièrement, notre franchise est exportée dans plusieurs pays. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, la Russie, le Canada, bref, il y en a un peu partout. Je peux dire que je suis devenu multimillionnaire grâce à ma boutique. Enfin voilà. Maintenant vous connaissez mon histoire. Vous êtes peut-être même un de mes clients. Si je vous parle de ça, c'est que je pense que ma mort ne va pas tarder. J'ai eu une visite assez déplaisante. Mon ex-femme. Elle est venue dans ma boutique, et tout en souriant, m'a demandé si j'avais quelque chose de douloureux pour une vengeance. Sur un ex. Devenu millionnaire. Puis elle s'est mise à rire aux éclats, et a acheté plusieurs objets. Sans doute pour me torturer. Il y avait des pinces, des lames, des aiguilles. Pour l'image de l'entreprise, je ne pouvais que lui vendre ces articles, sachant qu'ils me sont destinés. D'ailleurs, en sortant, elle m'a dit « À très vite ». Je réalise maintenant que la vie est précieuse. Si vous êtes au plus bas, ne vous tournez pas vers la facilité. Ni le suicide, ni le meurtre n'est la solution. Sachez juste que la roue tourne.
Je me suis écroulé. Et un médecin est venu pour me conduire dans une chambre vide. Il m'a dit ces mots que jamais je n'oublierai. Votre femme n'a pas survécu. Il m'a expliqué qu'ils avaient tout fait pour la maintenir en vie. Mais que ça n'avait pas été suffisant. Et que Nathalie s'était battue jusqu'au bout. Ça, c'était sûr. Ma Nathalie, c'était une battante de son vivant. Elle essayait toujours de réussir ce qu'elle entreprenait. Elle était tellement courageuse. Elle me manque énormément. Quand il m'a annoncé son décès, je me suis effondré et j'ai demandé si le bébé était en vie. Et il m'a dit que la petite était bien en vie et apparemment en bonne santé. D'un côté, j'étais heureux que ma fille soit en vie, mais de l'autre, je venais de perdre la femme de ma vie. Le médecin m'a demandé si je voulais parler à un spécialiste, mais j'ai refusé. Je continuais de pleurer, mais je voulais voir ma fille, mon bébé. Seulement, le médecin n'a pas voulu m'y amener de suite. J'insistais, je voulais la voir, mais il ne voulait pas. Il m'a dit de patienter dans la chambre jusqu'à l'arrivée de l'infirmière. Elle est arrivée quelques minutes après, poussant le petit lit où dormait ma magnifique fille. Elle semblait paisible dans ce petit lit. Je n'oublierai jamais cette vision. J'ai voulu la prendre dans mes bras. Mais l'infirmière m'a dit qu'il valait mieux attendre, et elle voulait me montrer quelque chose. Elle a sorti de sa poche un petit flacon contenant des petites billes bizarres, et elle m'a dit avoir trouvé ça collé au bébé lors de l'opération. J'ai pris le flacon dans mes mains, et j'ai regardé attentivement. Ça va vous paraître bizarre, mais j'ai cru pendant quelques secondes que c'était des œufs d'araignée. L'infirmière m'a dit que c'était bien ça, et qu'elle ignorait comment ces œufs avaient pu se trouver dans le ventre de Nathalie. Nous avons essayé de trouver plusieurs réponses à cette question, mais sans succès. Les jours ont passé, ainsi que les semaines, les mois et les années. La vie sans Nathalie était dure, mais je faisais du mieux que je pouvais pour Magdalena, qui avait tous les traits de sa mère, soit dit au passage. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Quand vint le moment de l'école, les problèmes ont commencé à arriver. En maternelle, ces professeurs m'ont attrapé à plusieurs reprises pour me dire que Magdalena était violente avec ses camarades. Elle les poussait et s'amusait à sauter sur eux quand ils étaient à terre. Et elle riait en faisant ça d'après ses professeurs. Je dois avouer que j'avais du mal à y croire. Je voyais ma petite comme un ange. Avec moi, elle n'avait jamais fait de grosses crises. Elle était tellement gentille. Quand elle était en primaire, là aussi, il y a eu des incidents. Toujours des agressions bizarres. Mais un plus grave, je m'en souviens. J'ai reçu un appel de l'école alors que j'étais au travail. Ma fille avait emmené un jeune élève dans les toilettes et l'avait enfermé dedans, en lui scotchant la bouche pour ne pas qu'il hurle. Et elle se serait amusée à le mordre, jusqu'au sang un peu partout. Et oui, le petit était couvert de morsures. Quand nous sommes rentrés à la maison, je lui avais demandé pourquoi elle avait fait ça. Et elle m'a répondu qu'elle avait faim. Elle m'a dit ça comme si c'était normal. Je dois vous avouer qu'à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Je l'ai bien sûr réprimandée, et elle s'est mise à pleurer en agitant ses bras extrêmement bizarrement, dans tous les sens. Je l'ai pris dans mes bras, lui disant qu'il ne fallait pas qu'elle recommence à faire des choses comme ça, car ce n'était pas bien de faire du mal aux autres. À ces mots, elle m'a serré dans ses bras, et je lui ai fait un bisou sur le front. Et sa peau était comme collante. C'était extrêmement désagréable. Je m'en voulais d'avoir pensé ça, bien sûr, mais la texture de sa peau avait changé. Bien sûr, devant elle, je n'ai pas montré mon dégoût. Je lui ai fait un grand sourire, et je lui ai remis une mèche de cheveux derrière ses oreilles. Elle était magnifique, tout le portrait de sa maman. Je lui ai dit qu'elle pouvait aller jouer dans sa chambre, et elle est partie en courant. Puis arrivée dans l'escalier, elle s'est mise à quatre pattes pour le grimper. Cette scène était assez troublante. Je me suis dit qu'elle devait sans doute s'amuser. Puis au fil des jours, elle s'est refermée sur elle-même. À l'école, personne ne voulait plus lui parler. Les élèves avaient peur d'elle parce qu'elle agissait bizarrement. Elle agitait ses bras et jambes bizarrement d'après ses professeurs. Et ça, je ne pouvais pas le nier, je l'avais déjà vu faire. Je me suis dit
qu'elle devait être atteinte de troubles psychologiques, et j'envisageais de l'emmener voir un spécialiste. Ses professeurs m'ont aussi dit que Magdalena avait réussi à attraper des oiseaux dans la cour, et partait aux toilettes avec. Puis quelques minutes après, on sortait, mais sans l'animal. Quand ils ont été vérifiés derrière elle, ils trouvaient les cadavres d'oiseaux, où il manquait de gros morceaux. La directrice m'a dit que si Magdalena ne se calmait pas, ils allaient contacter une assistante sociale. Je lui ai alors répondu que j'allais régler le problème. Je n'ai pas parlé des oiseaux à Magdalena. J'avais peur qu'elle se braque, et je priais pour qu'elle ne soit pas une psychopathe, comme le petit Michael Myers dans Halloween, vous savez. Un soir, alors qu'elle mangeait sa viande qu'elle aimait saignante, je lui ai demandé pourquoi elle agissait bizarrement avec les autres. Et pour toute réponse, elle s'est mise à balancer son assiette à travers la pièce, puis à renverser tout ce qui se trouvait sur la table, et s'est mise à hurler, et s'est sauvée dans sa chambre en courant. Et encore une fois, en marchant à quatre pattes dans l'escalier. Je peux vous assurer qu'à ce moment, j'ai eu très peur. Cette vision de ma fille, en train de hurler en grimpant les escaliers comme Gollum, ça m'a fait froid dans le dos. Et j'ai réalisé que quelque chose clochait. Elle avait certainement un problème. Quand j'ai entendu la porte de sa chambre claquer, je me suis mis le visage dans mes mains. Et j'ai pleuré. Je ne savais pas comment gérer tout ça. J'étais seul, et Nathalie me manquait plus que tout. J'avais besoin d'elle, de sa force, de ses conseils. À ce moment, j'étais seul, perdu, à essayer de m'occuper tant bien que mal d'une préadolescente, souffrant de troubles bizarres. Je me demandais qu'est-ce que j'avais pu faire pour mériter ça. J'avais tout fait pour Magdalena. J'avais même quitté mon travail et m'étais consacré à une activité de chez moi pour pouvoir m'en occuper. Alors que je m'étais perdu dans mes pensées, j'ai entendu le bruit d'une vitre qui se brise, venant de l'étage, et un hurlement. Je me suis dépêché d'aller voir ce qu'il se passait. Et j'ai vu ma fille debout, près de la fenêtre, qui était en train de se trancher le bras avec un morceau de vitre. Je me suis dépêché de la rejoindre et de lui arracher le morceau de verre. Puis je l'ai pris dans mes bras et je lui ai hurlé dessus. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça. Et elle m'a répondu qu'elle était un monstre et qu'il fallait qu'elle coupe son bras parce qu'il y avait des choses bizarres dessus. Son bras était couvert de sang. Je l'ai emmené dans la salle de bain pour la nettoyer. C'était plus impressionnant que grave. Avec un peu de désinfectant et un bandage, je me suis dit que ça allait aller mieux. Alors que j'étais en train de nettoyer ses blessures, je regardais s'il n'y avait pas de petits bouts de verre logés dans sa peau. Et j'ai vu des petites billes blanchâtres transparentes qui tombaient dans le lavabo. Je me suis immédiatement souvenu du flacon que m'avait montré l'infirmière 10 ans auparavant. J'ai demandé à Magdalena ce que c'était, et pour toute réponse, elle s'est mise à pleurer encore plus fort, en me disant encore une fois qu'elle était un monstre, et qu'à chaque fois qu'elle pleurait, ou allait aux toilettes, il y avait ces billes qui tombaient. Je l'ai prise dans mes bras, lui disant qu'elle n'était pas un monstre, qu'elle devait juste avoir une maladie, et qu'on allait se rendre chez le médecin dès le lendemain. Mais en disant ces mots, je savais ce qu'étaient ces billes. C'était des œufs d'araignée, j'en étais certain. Comment avait-elle fait pour avoir des œufs d'araignée dans son corps? Je n'en ai pas la moindre idée. Le lendemain, nous sommes allés voir le médecin, et il nous a dit qu'il n'y avait aucun problème.
j'ai laissé le petit garçon dans la chambre de ma fille. Alors que j'entendais ces hurlements, je n'ai rien fait. J'ai même fait pire. J'ai été regardé. Je voulais voir de mes yeux ce que ma fille était devenue. Il fallait que je sache. Sinon, je me disais que c'était faux. Que tout ça n'était pas elle. Mais quand j'ai entrouvert la porte, j'ai vu ma fille, enfin, cette chose, en train d'arracher des morceaux de chair de ce pauvre petit. Il y avait du sang partout. Et je la voyais qui mâchait et avalait, et s'empressait de recommencer à arracher un autre morceau. Le petit semblait mort, et je l'espérais vraiment pour lui. La douleur devait être atroce. J'ai essayé de refermer doucement la porte, mais elle m'a vu, était mise à hurler et à marcher très vite vers moi. J'ai eu peur et j'ai fermé la porte juste devant elle. Je l'entendais s'énerver de l'autre côté. Elle essayait d'ouvrir, puis a fini par se calmer. J'en ai profité pour descendre ici, et vous demander s'il fallait vraiment que ça finisse comme ça. Pour le petit, est-ce qu'il méritait de mourir ainsi, dévoré vivant par ma fille? Maintenant que j'ai réfléchi, j'en suis pas sûr. Et maintenant, que va-t-il se passer pour Magdalena? Elle est devenue un monstre. Elle ne pourra rien faire de sa vie, ni connaître l'amour, ni avoir d'amis, ni même travailler. Personne ne voudra s'en approcher. Elle est sans doute condamnée à être comme ça jusqu'à sa mort. Que vais-je faire? Lui donner des chiens et chats vivants, et ensuite la laisser encore une fois tuer un enfant? Jamais je ne pourrai le supporter. Je suis coincé ici avec elle. Peut-être même que la police va finir par débarquer s'ils se rendent compte que c'est Magdalena qui a enlevé ce pauvre enfant. Je pense que j'ai fait le mauvais choix. Mais avait-il vraiment un bon choix? Tuer ma fille ou laisser tuer ce garçon? Quel que soit le choix, l'issue devait être fatale, non? De plus, la colère de Magdalena semble s'amplifier. Je suis sûr qu'elle va finir par me tuer. Quoi qu'il en soit, merci pour votre aide. Je vous donnerai des nouvelles un jour, si jamais je suis encore en vie. Bien que je ne le pense pas. C'est un soir où j'aurais dû sortir avec ma petite amie. Elle ne demande pas grand-chose, mais je ne me sens pas d'attaque à aller dans un bar ou dans un club cette nuit. Je me suis quand même forcé à accepter, et je lui dois bien ça. Seulement, elle veut aller dans une boîte à 50 km de là où j'habite, et il est hors de question de faire tant de bornes, juste pour danser un peu et revenir. Je tente de lui expliquer tant bien que mal, rien n'y fait. Elle prétend que l'on ne fait jamais ce qu'elle veut, alors que c'est faux. Ce soir, j'étais prêt à sortir alors que je suis lessivé et que je n'ai rien mangé. J'ai juste eu le temps de prendre une douche et de m'habiller pour passer la soirée avec Mélissa. Elle me lance un « je te déteste » et part en claquant la porte. Eh bien soit, je resterai seul ce soir. J'ai d'ailleurs envie de rejouer à mes vieux jeux tout à coup. Ma PS1 est branchée dans ma chambre, je vais en profiter. J'ouvre la petite armoire où je range mes consoles et autres, et sors un tas de boîtes à moitié cassées. Tomb Raider, Gran Turismo, Resident Evil 1, Resident Evil 3, Resident Evil 2. Je prends ce dernier et ouvre la boîte. Les CD-ROM étaient dedans avec une carte mémoire rouge qui tombe sur le sol. Elle n'avait jamais fonctionné depuis le jour où je l'avais trouvée. Peu importe, je vais quand même l'insérer dans la console. Le disque de Léon dedans, j'allume et je vais m'asseoir sur mon lit. Le logo PS1 et tout le bazar Capcom et autres défilent sans problème. Une fois dans le menu, je sélectionne charger une partie. Et là, à ma grande surprise, la console cherche à lire la carte mémoire et y arrive. Plusieurs sauvegardes de Resident Evil 2 sont là. Le type qui a perdu sa carte jouait aussi à ce jeu. D'un côté, pas étonnant, il est tellement bien. Il y avait des sauvegardes de Claire et de Léon. Et puis, une autre, tout en bas, sans nom. Juste avec un texte disant « salle de torture ». Bizarre, la seule salle de torture du jeu n'avait pas de machine à écrire pour sauvegarder. Ça promet. Je choisis cette sauvegarde. Le jeu ne se lance pas, il me dit de changer de CD-ROM. Cependant, au lieu de me dire « partie de Claire », il écrit « partie de Madame Warren ». Or, jamais je n'ai entendu parler de ce personnage, mais je ne demande qu'à en savoir plus sur le jeu. Ce soudain intérêt pour cette Madame Warren s'estompe très vite,
car je me souviens que je n'ai que 2 CD, un pour Claire et un pour Léon. Je me lève de mon lit et vais d'un air dégoûté vers la console pour l'éteindre. Et au moment où j'allais appuyer sur le bouton, j'entends au-dessus de ma tête un son de validation. Celui qui vient lorsqu'on charge une partie ou que l'on sélectionne un objet dans l'inventaire. Je lève les yeux vers ma télévision, l'écran était noir. Cela dura quelques secondes, puis la musique vint sans l'image, comme elle le fait toujours, et me perce à l'étapant. Vous savez, c'est cette musique à l'instrumental vif et stressant qui joue quand Marvin se change en zombie. Je sursaute aux premières notes, le volume était bien trop élevé. Je me précipite vers mon lit pour attraper la télécommande et baisser, manette toujours en main. Le son à présent diminué. La musique s'arrête peu après, net. Un texte s'affiche en police de machine à écrire. Angelica Warren, 1972-1998. Là, j'ai peur, sincèrement, et je prends l'analogue à 2 mains, en le serrant fortement entre mes doigts. Pourtant, je ne souhaitais qu'une chose, me relever et couper la console. Me relever. Je m'étais assis sans y faire attention. Les choses malsaines commençaient. Ce texte restait là, affiché sur fond noir en lettres blanches et fantomatiques. Rien ne se passait, et c'était tant mieux. Je ne voulais pas en savoir plus finalement. J'ai attendu un instant que mon rythme cardiaque ralentisse. De toutes les fois où j'avais joué, celle-ci était la pire, celle où j'avais le plus peur. J'appuie sur croix, le bruitage de validation. Encore, et le texte qui disparaît. À nouveau l'écran vire au noir, et j'entends le son qui vient quand on lit un document dans le jeu. Ce bruit de papier légèrement froissé. Mon visage perdit de sa couleur. L'image de la fille du maire morte sur le bureau de Brian Iron s'affiche. L'image du visage en basse qualité du jeu, qui vous fait frissonner rien que par la qualité merdique des graphismes et la scène morbide qu'elle représente. Je sentais la crise d'angoisse monter en moi. J'étais paralysé, terrorisé par cette femme de pixels à la robe blanche maculée de sang. C'est décidé, je vais éteindre la console cette fois. Je lâche la télécommande sur le sol et me presse vers l'appareil. C'est là que j'entends encore ce bruit de papier chiffonné. Je n'ose pas lever les yeux, je ne veux pas voir, je n'ai plus la manette en main, mais le jeu a quand même agi seul, comme s'il était possédé. Je suis figé, le corps penché vers l'avant, le doigt à quelques centimètres de l'interrupteur seulement. J'eus la sensation que l'écran était plus obscur, comme s'il était passé à nouveau au noir. Et dans un élan de courage, ou de folie, je lève la tête vers la télévision. Plus rien, juste un écran noir, en effet. Je suis planté devant mon écran, debout, les mains tremblantes et le cœur qui veut sortir de ma poitrine. Je le regarde, méfiant, je tremble et j'ai froid, très froid. Encore ce bruit, et l'image suivante me fit hurler à m'en rompre la gorge. La photo d'un cadavre, un vrai cette fois, et elle était de mauvaise qualité, mais je distinguais suffisamment de détails. C'était une femme, dans la même position, qui avait la même couleur de cheveux, les mêmes vêtements, la même blessure que l'image précédente, avec en arrière-plan des vêtements de femme. La photo avait été prise de nuit, certainement par la personne qui avait trouvé le corps. Je tombe en arrière, glacé par ce que je venais de voir. Je mets les mains devant ma bouche. Le vent soufflait toujours aussi bruyamment. On aurait dit une plainte qui venait de l'extérieur. Je ne sais pas quoi faire. Je tremble de tout mon long en voyant cela. J'en étais presque à pleurer pour que ma copine revienne et que j'essaie d'oublier ce que j'avais vu. Mais Mélissa était partie depuis au moins 10 bonnes minutes. Que faire? L'appeler et la supplier de revenir? M'excuser de mon attitude? Je préférais le faire, plutôt que de rester seul. Je me penche et appuie vivement sur le bouton d'arrêt. À ma grande horreur, la LED verte reste allumée et le jeu réagit par un son grave, comme celui d'une chaîne télévision qui bug. Je lève les yeux vers mon écran, l'image avait changé. On avait photographié le visage du cadavre de près. Il affichait la même expression que celle de la fille du maire. Les yeux clos, un sourire effrayant et une peau blême. J'appuie encore une fois. La télévision refait le même bruit. L'image change. Cette fois-ci, on avait photographié le ventre massacré de la victime. Le tissu blanc éventré était ouvert et laissait paraître l'entaille profonde et sanglante, découvrant les organes. Au bas de la photo, on pouvait apercevoir un texte dont je ne me souviens plus,
car écrit trop petit et l'image étant de trop basse qualité. Il faut dire que j'étais tellement choqué par ce que j'étais en train de vivre que ce détail n'avait aucune importance. Peut-être m'en rappellerai-je plus tard. Encore une fois, encore une autre photographie, celle d'un poignet lacéré, la chair encore écarlate à ce niveau-là. Celle-ci aussi avait une inscription au bas dont je ne me rappelle pas, mais je sais qu'elle se ressemblait. Même emplacement, environ la même longueur, et je suis presque certain que les caractères se ressemblaient également. Je mets un grand coup de poing dessus, le jeu saute, et l'écran redevient noir, mais la LED reste allumée. Je respire bruyamment et de manière saccadée. J'ai peur. Et maintenant, la pièce n'est plus éclairée du tout. Le silence m'angoisse, l'obscurité aussi. Sans parler de tous ces bruits que l'on entend lorsqu'on est seul chez soi. Je ne suis pas sûr d'être seul. Je ne sais plus où est mon téléphone. Je ne m'en souviens pas. Mélissa, reviens, je t'en supplie. Je tourne dans la pièce. J'essaye de m'orienter par rapport à la LED, de tâter mon lit, ma commode, mon bureau pour trouver cette saleté de téléphone. Et pendant que j'ai le dos tourné, je sens derrière moi s'éclaircir l'écran. Pas beaucoup, certes, mais suffisamment pour me glacer. Je me suis redressé comme si on m'avait mis un bâton. Là où vous savez. Je me retourne. Et là, l'horreur. Mélissa Setovic, 1991-2010. Je n'entends même pas. Je frappe la télévision d'un grand coup de poing. L'écran éclate. Cela fut une étincelle gigantesque. Les secondes passent. J'essaye tant bien que mal de me calmer. Mais ce que je venais de lire m'avait traumatisé au plus haut point. Environ 10 secondes plus tard, mon téléphone vibre et s'allume. Il était sur le sol, à côté de mon lit. Je réagis immédiatement et me précipite pour l'attraper. Je me mets à genoux pour le saisir. J'ai tout de suite pensé que c'était elle. J'en étais tellement content que je tremblais et n'arrivais pas à l'attraper. L'écran était tourné vers le sol. Quand je l'ai retourné et que je l'ai pris dans ma main, je n'aurais jamais dû le retourner. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai cru mourir. Sur mon téléphone, en plein écran, une image était affichée. Celle de Mélissa morte par terre, dans une robe blanche, le visage ensanglanté. Derrière elle, il y avait ses vêtements éparpillés un peu partout. Au bas de l'image, il y avait cette phrase. « Je te déteste.